le Burkina Faso a traversé un moment de crise sans précédent. Un complot de grande ampleur impliquant 113 noms puissants du pays a été déjoué en un éclair. Les comptes bancaires gelés, les propriétés saisies et les voyages interdits du jour au lendemain, marquant un tournant dans l'histoire politique du pays. Ibrahim Traoré, au centre de cette tempête, a envoyé un message clair. Le pouvoir des élites ne sera plus toléré. Mais cette décision audacieuse a-t-elle ouvert la voie à une nouvelle ère pour le Burkina Faso, ou est-ce seulement le début d'une bataille encore plus féroce ? Ibrahim Traoré a pris une décision risquée, mais elle a profondément marqué le Burkina Faso. En gelant les avoirs et en suspendant les privilèges des élites corrompues, il a envoyé un message retentissant. Le pays n'était plus sous l'emprise de figures impunies, protégées par la richesse et les connexions. Pour la première fois, les citoyens ont vu que l'État était prêt à agir pour défendre sa souveraineté. Mais cette décision, bien que saluée par beaucoup, comporte des risques considérables. En défiant les puissants, Ibrahim Traoré met en jeu l'avenir politique du pays. Le soutien populaire pourrait se transformer en mécontentement si la stabilité ne suit pas. Alors que l'État se prépare à affronter une crise interne bien plus complexe, la question persiste. Jusqu'où le Burkina Faso est-il prêt à aller pour se libérer des chaînes du passé ? Le défi n'est pas seulement de renverser les anciens pouvoirs, mais de créer un avenir où l'injustice ne trouvera plus de place. Ce qui semblait être une simple crise de gouvernance a rapidement révélé une réalité bien plus sombre. En l'espace de quelques heures, des personnalités de premier plan, anciens présidents, généraux, hommes d'affaires et figures politiques influentes ont vu leur pouvoir anéanti. La décision de geler leurs comptes bancaires et de saisir leurs propriétés a marqué le début d'une phase nouvelle, une phase où l'argent n'était plus un symbole de respectabilité, mais une arme dangereuse. Ce n'était plus seulement une question de politique locale, mais une confrontation sur le terrain de la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, depuis son arrivée au pouvoir, a voulu briser le cycle de l'impunité qui caractérisait le pays. Ces actions ont été perçues comme un signal fort. L'État se défend désormais contre ceux qui cherchent à le déstabiliser de l'intérieur. Mais cette prise de position a aussi fait naître une profonde inquiétude. Les critiques affirment que s'attaquer aux élites locales pourrait déclencher des représailles violentes et déstabiliser encore davantage un pays déjà fragile. Et alors que certains soutiennent que cette offensive est une nécessité, d'autres craignent qu'elle ne plonge le Burkina Faso dans une guerre froide interne où chaque mouvement serait surveillé et chaque décision jugée sous le prisme de la loyauté. Le choc psychologique a été d'autant plus fort que, pour la première fois, l'élite burkinabé a compris qu'elle n'était plus à l'abri, non seulement des sanctions, mais d'une action qui touche au cœur de la classe dominante. Le peuple, jusqu'alors désillusionné par des décennies de corruption, a vu une possibilité de changement, une chance de reprendre le contrôle de son destin. Mais ce rêve de rédemption pourrait-il devenir un cauchemar ? Seul le temps dira si Ibrahim Traoré pourra maintenir l'unité du pays face à une crise qui, de crise politique, devient peu à peu une lutte pour la survie. Ibrahim Traoré, un leader atypique, a pris les rênes du Burkina Faso dans un moment de grande incertitude. Son ascension au pouvoir, soutenue par une jeunesse avide de changement, a marqué un tournant décisif pour la nation. Contrairement à ses prédécesseurs, il a choisi d'agir avec fermeté et transparence, un choix qui ne fut pas sans conséquences. Les premières actions de Traoré, notamment l'attaque directe contre l'élite financière et politique, ont révélé son approche radicale mais nécessaire dans le contexte actuel. Les premières 2 semaines sous son leadership ont été caractérisées par une intensification de l'action gouvernementale. Le peuple, fatigué des discours et des promesses non tenues, a trouvé un espoir fragile dans les décisions prises. Cependant, ce vent de renouveau est rapidement devenu une épée à double tranchant. Si pour certains, ces actions étaient nécessaires pour rétablir l'ordre, pour d'autres, elles annonçaient un tournant dangereux. Les tensions croissantes entre l'État et ses anciennes figures de pouvoir ont exacerbé un climat déjà tendu. Les élites, d'abord surprises, ont réagi par l'isolement et la discrétion. L'économie, quant à elle, a subi des revers significatifs. Alors que les sanctions économiques et les interdictions ont perturbé le quotidien de nombreux citoyens. Mais cette phase de perturbation a aussi permis à Ibrahim Traoré
de renforcer sa base de soutien populaire. Les groupes militants, les jeunes leaders et une partie de la société civile ont vu en lui un champion de la justice et de l'indépendance nationale. Le danger, cependant, restait omniprésent. La question fondamentale persistait. Jusqu'où Ibrahim Traoré pourrait-il aller sans mettre en péril l'intégrité de la nation ? L'avenir du Burkina Faso semblait suspendu à un fil, et la route vers la paix durable n'était pas encore tracée. Les événements se sont enchaînés à une vitesse fulgurante, chaque décision ouvrant la voie à des bouleversements imprévus. Le Burkina Faso, qui est traditionnellement un bastion de stabilité fragile en Afrique de l'Ouest, se retrouvait plongé dans une crise bien plus complexe qu'aucune autre de son histoire récente. Le gel des comptes des élites, une action décisive, a été le catalyseur de ce qui allait devenir un véritable tournant pour le pays. C'était un signal clair. L'État, sous l'égide d'Ibrahim Traoré, était prêt à franchir des lignes rouges jusque-là impensables. Derrière cette décision se cachait une stratégie minutieuse, calculée pour frapper au cœur du système. Le pouvoir politique, mais aussi économique, des élites burkinabées s'est effondré en quelques heures, un événement qui a bouleversé l'équilibre social et économique du pays. La société, marquée par des décennies de corruption et de manipulation, a assisté à la disparition d'un ancien ordre qui semblait jusque-là intouchable, mais cette percée n'a pas été sans conséquences. Les tensions internes se sont intensifiées, et les groupes d'opposition se sont rapidement organisés pour défier la direction du gouvernement. L'effet immédiat a été la polarisation du pays. D'un côté, les partisans d'Ibrahim Traoré ont vu cette action comme un acte de justice, une nécessité pour briser le cycle de corruption et redonner du pouvoir au peuple. De l'autre, les critiques ont dénoncé cette démarche comme un coup d'État déguisé, susceptible de déstabiliser encore davantage un pays déjà fragilisé par des attaques terroristes et des conflits internes. Mais au-delà des batailles politiques, le pays était désormais plongé dans une guerre psychologique. La confiance, autant du côté des gouvernants que des gouvernés, était profondément ébranlée. Le gouvernement, conscient de la portée de ses actions, s'est rapidement lancé dans une campagne de communication pour expliquer ses décisions et renforcer son autorité. Mais cette stratégie a été mise à l'épreuve par l'apparition de nouvelles révélations. Les élites économiques, autrefois perçues comme des partenaires fiables, ont été accusés de manipuler l'opinion publique à travers des réseaux sociaux et des médias étrangers. Une lutte d'influence s'est alors engagée sur deux fronts, le premier pour assurer le soutien populaire et le second pour désamorcer la menace intérieure croissante. En parallèle, les forces de sécurité ont été mobilisées pour renforcer l'ordre public, mais cette fois-ci, l'armée se retrouvait dans une position délicate. Et là, certains officiers, auparavant loyaux au pouvoir, ont commencé à se demander s'ils pouvaient encore défendre un régime en pleine transformation. La cohésion interne des forces armées, autrefois perçue comme un pilier de stabilité, était mise à rude épreuve. Dans ce contexte, chaque mouvement de l'État était scruté et chaque action pouvait être interprétée comme un signe de faiblesse. Les preuves tangibles ont commencé à affluer, étayant les accusations portées contre les élites déchues et leur implication dans un complot de grande envergure. L'État burkinabé, dans sa démarche pour stabiliser la situation, a mis à jour plusieurs informations clés qui ont secoué le pays. Les services de renseignement ont, pour la première fois, pu révéler des données financières détaillées, qui ont mis en lumière la profondeur de la corruption et les liens entre les élites et des puissances étrangères. Ces révélations ont montré que l'influence de certains acteurs allait bien au-delà des frontières du Burkina Faso, impliquant des financements transnationaux et des opérations secrètes. L'un des éléments clés de cette enquête a été l'identification de plus de 28 millions de dollars transférés discrètement à travers des comptes offshore destinés à soutenir des activités politiques et militaires visant à déstabiliser le gouvernement. Ces fonds, qui étaient supposés servir à des projets de développement pour le peuple burkinabé, ont été utilisés pour acheter le silence médiatique, financer des campagnes de désinformation et même acheter des armes et des mercenaires. La découverte de ces flux financiers a eu un impact dévastateur sur la perception publique, car elle a mis en évidence la manière dont des ressources vitales pour le pays avaient été détournées
pour favoriser des intérêts privés au détriment de la stabilité nationale. En outre, les autorités ont mis à jour des documents bancaires et des appels téléphoniques enregistrés, confirmant l'existence d'un réseau complexe de conspirateurs à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ces preuves, qui ont été présentées au public lors des enquêtes, ont renforcé la légitimité du gouvernement de Traoré, mais ont aussi révélé l'ampleur de la manipulation orchestrée par ces élites. Le pays a été choqué de découvrir que des personnalités de haut rang avaient non seulement exploité le système pour leurs propres bénéfices, mais qu'elles avaient également contribué à la propagation de l'instabilité pour affaiblir l'État. Les chiffres étaient accablants, et chaque détail ajouté à l'enquête montrait que le complot n'était pas une initiative isolée. C'était un projet sophistiqué, avec des objectifs clairs et des moyens considérables pour atteindre ces objectifs. L'argent ne servait pas seulement à financer des actions directes contre l'État, mais aussi à créer un climat de peur et de doute dans la société. Les autorités ont montré que sans ces fonds, le complot aurait rapidement échoué. C'était un rappel brutal de la manière dont les conflits modernes ne se livrent pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les coulisses économiques et médiatiques. En dépit de ces découvertes, le gouvernement a dû faire face à un défi de taille. Convaincre le peuple que ces révélations étaient réelles et qu'elles représentaient un danger immédiat. La question persistante demeurait, ces preuves allaient-elles suffire à maintenir l'unité du pays face à une menace qui venait de l'intérieur, ou allait-elle alimenter encore davantage la division et la suspicion parmi la population ? Au cœur de la crise, deux points de vue opposés se sont affrontés, chacun soutenu par des arguments puissants. D'un côté, les partisans d'Ibrahim Traoré ont salué ces actions comme étant essentielles pour rétablir l'ordre et la justice au Burkina Faso. Pour eux, le pays était enfermé dans un cercle vicieux d'impunité et de corruption, où les élites agissaient comme si elles étaient au-dessus des lois. Leur pouvoir, leur richesse, et leur influence étaient devenus les véritables instruments de gouvernance, écrasant toute forme de rébellion ou de remise en question. Dans ce contexte, les actions de Traoré n'étaient pas seulement nécessaires, mais vitales pour l'avenir du pays. Leur argument se basait sur une question simple. Jusqu'à quand un pays peut-il tolérer un système où les plus puissants peuvent manipuler à leur guise les institutions et les ressources publiques ? De l'autre côté, les critiques ont soulevé des préoccupations légitimes. S'attaquer à des figures de pouvoir aussi influentes pourrait avoir des répercussions désastreuses. Certains ont averti que cette stratégie pourrait provoquer des tensions internes encore plus graves, déclencher une violence incontrôlable, voire mener à un effondrement complet des structures de l'État. Et donc la question qui se posait alors était, est-ce que cette offensive contre les élites, bien qu'elle soit justifiée moralement, ne risquait-elle pas de précipiter le pays dans un chaos encore plus grand ? Un grand nombre d'opposants à Ibrahim Traoré craignaient que l'attaque contre les élites ne soit qu'un prétexte pour centraliser encore plus le pouvoir, éroder la démocratie et aggraver la répression. Ce dilemme entre une rédemption risquée et un statu quo corrompu est ce qui rendait cette situation si complexe. D'un côté, il y avait l'espoir d'un nouveau départ pour le pays, d'un renouveau de la souveraineté populaire. De l'autre, il y avait la peur d'un retournement destructeur, où la fragilité des institutions pourrait se transformer en une guerre de factions, chacune cherchant à tirer son propre profit du vide de pouvoir. Ibrahim Traoré et ses partisans semblaient prêts à prendre ce risque, croyant que la stabilité à long terme ne pouvait être atteinte sans renverser l'ordre ancien. Mais l'issue de cette bataille restait incertaine. La question de savoir si ce choc entraînerait une véritable réconciliation nationale ou au contraire une fracture irréparable se posait avec une urgence de plus en plus grande. À ce stade, une vérité percutante a été révélée. La crise burkinabé n'était pas simplement une lutte interne pour le pouvoir, mais une guerre invisible qui se menait à l'échelle mondiale. La véritable ampleur du complot, qui semblait au début localisé, a pris une dimension internationale qui a choqué le pays.
Le gouvernement a affirmé que les flux financiers et les réseaux de soutien derrière cette tentative de déstabilisation s'étendaient bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'argent ne circulait pas seulement à l'intérieur du pays, il transgressait les limites nationales, impliquant des acteurs extérieurs cherchant à manipuler la situation politique burkinabé pour leurs propres intérêts. Cet élément a totalement changé la dynamique de la crise. Ce qui avait été perçu comme une simple contestation interne menée par des élites nationales s'est avéré être un affrontement géopolitique plus vaste. Les autorités ont alors commencé à parler de réseaux de soutien étrangers, mais surtout de l'influence subtile mais déterminante qu'ils exerçaient sur la situation. Les attaques terroristes, la désinformation, et les tentatives d'infiltration dans les institutions n'étaient pas seulement des événements fortuits, mais des stratégies coordonnées, minutieusement orchestrées pour fragiliser l'État burkinabé. La prise de conscience que le pays était désormais pris dans une guerre des récits et des intérêts financiers mondiaux a transformé la perception populaire. Le Burkina Faso, jusqu'alors regardé comme un acteur périphérique, devenait un terrain d'affrontement global, une scène où les puissances extérieures se disputaient l'avenir de la nation. Les conséquences de cette prise de conscience ont été profondes et multiples. Tout d'abord, sur le plan interne, le pays a connu un changement radical dans la façon dont les citoyens percevaient leur propre sécurité. L'idée que l'État pouvait être manipulé par des acteurs extérieurs, notamment financiers et médiatiques, a révélé une réalité inquiétante. La souveraineté nationale n'était pas seulement à défendre contre des ennemis visibles, mais contre une série de menaces invisibles, insidieuses, qui agissaient de manière discrète mais puissante à l'intérieur du pays. L'impact sur la société burkinabé a été immédiat. Les citoyens, souvent désillusionnés par des décennies de corruption et d'injustice, ont trouvé dans ces révélations une nouvelle forme d'engagement. Les groupes communautaires, autrefois discrets, se sont unifiés autour de l'idée de la souveraineté nationale, de la nécessité de défendre leur pays contre les manipulations internes et externes. Des manifestations ont eu lieu dans les principales villes, non seulement pour soutenir le gouvernement de Traoré, mais aussi pour marquer une rupture avec un passé de passivité et d'impuissance. Le peuple, longtemps tenu à l'écart des véritables rouages du pouvoir, a désormais compris que son avenir dépendait non seulement de la stabilité politique, mais aussi de la capacité à reconnaître et à résister aux influences étrangères. Cependant, ces changements ont aussi apporté leur lot de défis. D'un côté, une large partie de la population a vu dans la déstabilisation des élites une forme de justice longtemps attendue. Mais de l'autre, cette transformation rapide a également engendré une anxiété collective. Beaucoup se sont demandé si la concentration du pouvoir dans les mains d'Ibrahim Traoré et de ses partisans ne risquait pas de créer un nouveau type de monopole. C'est où la répression deviendrait la norme et où toute voix dissidente serait rapidement étouffée. Les accusations de manipulation, de corruption et de manque de transparence ont commencé à se faire entendre, alimentées par des critiques internes et internationales. La crainte d'un retour en arrière sous une forme ou une autre est devenue une inquiétude constante dans les milieux politiques. Au-delà des frontières du pays, la situation a eu des répercussions sur l'ensemble de la région. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme une nation périphérique dans la scène internationale, est désormais un point focal de débat géopolitique. Les puissances étrangères, tant celles qui soutiennent que celles qui cherchent à affaiblir Ibrahim Traoré, ont intensifié leur surveillance et leurs interventions, cherchant à façonner l'issue de cette crise de manière stratégique. Les réseaux d'influence, jusque-là invisibles, se sont révélés dans toute leur complexité et l'impact de cette guerre des récits et des intérêts financiers a exacerbé l'instabilité régionale. Les événements du Burkina Faso ont également eu des répercussions sur l'ensemble du continent africain. Dans d'autres pays, confrontés à des défis similaires de gouvernance et de corruption, la situation burkinabé est devenue un modèle à suivre ou à éviter, selon le point de vue. Alors que certains pays ont exprimé leur solidarité, d'autres
ont vu dans les actions de Traoré une dangereuse radicalisation, susceptible d'entraîner une escalade de violence dans toute la région. Le véritable défi pour le Burkina Faso ne résidait donc pas uniquement dans la gestion de cette crise interne, mais dans la capacité à naviguer entre les intérêts extérieurs et à éviter d'être pris dans une guerre géopolitique qui pourrait compromettre sa stabilité et son indépendance. Dans les mois qui suivront, le Burkina Faso pourrait se retrouver face à 3 scénarios distincts, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays. Le premier, optimiste, est celui où Ibrahim Traoré parvient à maintenir l'unité nationale et à stabiliser la situation interne. Si les réformes entreprises par le gouvernement parviennent à redresser l'économie, à restaurer la confiance des citoyens et à gérer les tensions avec les élites déchues, le pays pourrait entrer dans une phase de croissance renouvelée. Dans ce scénario, le Burkina Faso se rétablit rapidement, consolidant sa souveraineté et envoyant un message fort aux puissances extérieures. L'Afrique peut se défendre seule et se reconstruire sans ingérence étrangère. Les réformes de gouvernance, renforcées par la mobilisation populaire, pourraient ainsi transformer le pays en un modèle de résilience et de justice. Le second scénario, plus incertain, envisage une prolongation de l'instabilité. Si les tensions internes et les conflits entre les différentes factions politiques et militaires s'intensifient, le pays pourrait sombrer dans un cycle de violence répété. L'influence des puissances étrangères, qui cherchent à peser sur l'issue du conflit, pourrait aussi exacerber cette situation, provoquant une guerre par procuration. Le pays serait alors plongé dans une guerre psychologique et médiatique, où les manipulations extérieures et les désaccords internes rendraient toute tentative de réconciliation nationale plus difficile. Dans ce cas, le Burkina Faso serait encore une fois pris dans les engrenages d'une instabilité de longue durée, incapable de se redresser sans une médiation internationale. Le troisième scénario, le plus sombre, est celui d'une fracture irrémédiable. Dans cette vision, les divisions internes du pays deviennent si profondes que la cohésion nationale se brise. L'impasse politique et militaire entraîne un effondrement des structures étatiques, et les élites déchues, soutenues par des acteurs extérieurs, finissent par prendre le contrôle du pays. Ce scénario signifierait un retour à la domination des anciennes élites, mais cette fois avec le soutien de puissances extérieures, marquant ainsi un échec dramatique pour Ibrahim Traoré et son projet de souveraineté nationale. Le Burkina Faso, au lieu de s'affirmer comme un bastion d'indépendance, deviendrait une nation fragilisée, où les intérêts étrangers dicteraient à nouveau les règles du jeu. Le choix entre ces scénarios dépendra en grande partie de la capacité d'Ibrahim Traoré à gérer la pression interne et externe et à trouver un équilibre entre réformes ambitieuses et préservation de la stabilité sociale. Il devra également faire face à la tâche ardue de maintenir l'unité de la population face à des forces de plus en plus divisées. L'avenir du Burkina Faso reste ainsi suspendu à un fil et le pays devra naviguer avec prudence pour éviter une descente dans le chaos. Les événements qui se déroulent actuellement au Burkina Faso résonnent bien au-delà des frontières du pays. Ils posent une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre notre souveraineté et garantir un avenir juste pour nos populations ? La situation du Burkina Faso n'est pas isolée. Elle est le reflet de défis que d'autres pays africains et même mondiaux devront un jour affronter. L'aspiration à la justice, à l'égalité et à la transparence est un combat universel, mais il nécessite d'oser remettre en question l'ordre établi. C'est un message qui touche les individus, les communautés et les gouvernements à travers le monde. Pour les citoyens du Burkina Faso, chaque décision, chaque action menée par Ibrahim Traoré et son gouvernement a un impact direct sur leur vie quotidienne. Mais pour le reste du monde, cette situation est un miroir qui nous force à nous poser une question plus large. Quel rôle jouons-nous dans la préservation de l'intégrité des nations, surtout quand les forces extérieures cherchent à manipuler les dynamiques internes ? Ce n'est pas une simple bataille de pouvoir local, mais un test pour toute la communauté internationale sur la manière dont nous respectons la souveraineté nationale et soutenons des peuples en quête de justice. La question devient donc, comment réagirons-nous en tant qu'individus et en tant que collectivité face à de telles épreuves ? Nous pouvons choisir d'ignorer ce qui se passe ailleurs
ou au contraire de nous engager dans une réflexion sur notre propre responsabilité dans la lutte pour la liberté et l'autodétermination. Le Burkina Faso, à travers ses luttes et ses défis, Fred nous invite à nous interroger sur ce que cela signifie vraiment défendre une nation. À travers leurs combats, peut-être découvrirons-nous notre propre sens du courage et de la résilience. Face à cette crise, le Burkina Faso doit maintenant tracer un chemin vers la réconciliation et la reconstruction. Ce processus ne sera ni rapide ni facile, mais il est essentiel pour garantir la paix durable et la stabilité du pays. Le gouvernement de Ibrahim Traoré a déjà mis en place plusieurs mesures pour répondre aux urgences immédiates et préparer le terrain pour une transformation à long terme. La première étape de cette réconciliation passe par la mise en place d'un processus judiciaire transparent et inclusif permettant de juger les responsables des violations de droits humains et de corruption, tout en offrant une place à la société civile dans cette dynamique. Ce processus devra être accessible, équitable et public pour permettre aux Burkinabés de voir justice rendue et de restaurer la confiance dans les institutions. Il s'agit là d'une opportunité unique pour le pays de montrer que la justice peut être appliquée de manière égale à tous, indépendamment du statut social ou politique. Ensuite, la réconciliation sociale sera cruciale. Le Burkina Faso devra engager un dialogue national pour réunir toutes les parties prenantes, y compris les groupes d'opposition, les jeunes, les communautés rurales et urbaines et les acteurs de la société civile. Ce dialogue devra aboutir à un pacte social où chaque citoyen, quel que soit son passé ou sa position actuelle, pourra se sentir impliqué dans le projet de nation. C'est une étape clé pour réparer les fractures sociales et renforcer la cohésion nationale. Enfin, la révision du système économique du pays sera une priorité pour sortir de la dépendance aux réseaux de pouvoir corrompus et de la manipulation extérieure. Le Burkina Faso devra se concentrer sur le développement économique local, la diversification des secteurs économiques et la lutte contre la pauvreté. Des investissements dans l'agriculture, l'éducation et les infrastructures seront nécessaires pour garantir un avenir plus équitable pour les générations à venir. Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial de son histoire, il est impossible de ne pas évoquer l'héritage de Thomas Sankara, un homme qui, à son époque, a défié l'impérialisme et les inégalités. Ibrahim Traoré, bien qu'évoluant dans un contexte différent, semble suivre une trajectoire similaire, celle de défendre la souveraineté nationale, de lutter contre la corruption et de donner une voix aux opprimés. Le parallèle entre les deux hommes est frappant. Cependant, là où Sankara a été isolé et trahi, Traoré bénéficie du soutien d'un peuple éveillé et déterminé. Le moment que vit le Burkina Faso aujourd'hui, avec des citoyens qui prennent enfin leur destin en main, est un hommage indirect à cette mémoire. Les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Kaya sont devenus des lieux de résistance et de solidarité où les Burkinabés unissent leurs forces pour défendre leur pays et leur futur. La peur, qui semblait si dominante auparavant, n'a plus sa place. Le peuple sait maintenant qu'il est maître de son destin et qu'aucune élite, quelle qu'elle soit, ne pourra à nouveau jouer avec son avenir. Ce n'est plus seulement une bataille pour un homme ou une équipe au pouvoir, c'est un combat pour un pays, une nation unie. Le Burkina Faso, debout, incarne l'espoir d'une Afrique souveraine et indépendante. Le parcours du Burkina Faso, avec ses défis et ses luttes, résonne comme un appel à l'action pour nous tous. L'histoire de ce pays est un rappel poignant que la liberté et la justice ne sont pas des acquis, mais des conquêtes continues. Nous avons tous un rôle à jouer, qu'il soit à l'échelle locale ou globale. À travers ce combat pour la souveraineté, les Burkinabés nous montrent que rien n'est inébranlable, pas même les structures de pouvoir les plus profondément enracinées. Il est maintenant temps pour nous, en tant que citoyens, de réfléchir à la manière dont nous pouvons soutenir les peuples en lutte pour leur autodétermination. En restant informés, en soutenant des initiatives locales, en faisant entendre nos voix, nous participons tous à un processus global de transformation. Le Burkina Faso, en choisissant de ne pas se soumettre, montre au monde que la véritable puissance réside dans la conscience collective et la volonté partagée d'un avenir meilleur. Et vous, que ferez-vous pour contribuer à un monde plus juste et plus équitable ?
Participez à la conversation, soutenez les voix de ceux qui résistent et engagez-vous dans des actions qui soutiennent la souveraineté partout où elle est menacée.